bonjour à tous. Alors, avant que je prenne la main, Jean-Christophe, es-tu là? Je suis là. Ah, ben, je te laisse Bonjour, présenter. merci à tous pour votre participation. C'est un deuxième rendez-vous qu'on vous propose aujourd'hui et qui abordera un certain nombre de sujets autour du Ségur. Un deuxième rendez-vous à la suite du premier qui a eu lieu de mémoire début juillet et qui reprendra en détail l'ensemble des enjeux du Ségur du numérique en santé que vous commencez maintenant sans doute à connaître. On abordera le périmètre fonctionnel et les services socles. Un gros sujet autour des financements auxquels vous avez droit aujourd'hui, le financement à l'usage pour les établissements de santé au travers du programme SUN-ES, avec l'intervention de la DGOS Inès Gouil, le financement à l'usage pour les professionnels libéraux et l'intervention de M. Thomas-Jean pour l'assurance maladie, et enfin le financement à l'équipement logiciel, l'intervention de l'ANS au travers de Nolwenn François. On abordera en dernier point mon espace santé et éventuellement quelques questions si vous en avez. Donc, je passe la parole sans plus tarder à Nolwenn François pour les enjeux du Ségur. Merci Jean-Christophe. Donc, rebonjour à tous et merci d'être là pour ce webinaire de présentation générale sur l'ensemble des couloirs actuels du Ségur. Donc, pour rappel, c'est un programme qui s'appuie sur un investissement historique de 2 milliards d'euros. Qui se répartissent donc dans des modalités de financement sur des périodes et des typologies d'acteurs différentes et qui vous seront donc expliquées à la suite dans les chapitres qui suivent. Savoir que sont ouverts aujourd'hui quatre couloirs sur la première vague, donc médecins de ville, hôpital, laboratoire et radiologie. Toutes structures privées et publiques sont concernées. Donc, l'objectif étant de transmettre, de passer à 250 millions de documents échangés, soit envoyés au DMP, soit au travers de la messagerie sécurisée de santé, sachant que dans cette messagerie sécurisée de santé, on entend les échanges entre professionnels de santé, mais également les échanges entre les professionnels et leurs patients, fonctionnalité qu'on retrouvera donc dans mon espace santé, qui vous sera représenté en dernière partie de ce webinaire. Si on passe à la diapo suivante, voilà les leviers donc utilisés pour ce Ségur du numérique en santé. On est sur des mesures financières aujourd'hui qui sont d'une part sur le volet logiciel, le financement à l'équipement logiciel qui donc vous sera présenté le fameux SONS. Et puis des financements aux usages dont on va vous parler. Alors, on ne parlera pas aujourd'hui de la partie ESMS puisqu'elle est c'est pas un couloir qui est encore ouvert et c'est encore en cours de préparation, mais ça va pas durer longtemps puisque normalement en novembre, tout sera publié. À ces incitations financières suivront des mesures réglementaires qui rendront opposables un certain nombre de choses, qui s'appuieront notamment sur les indicateurs IFRAC dans les établissements de santé, et puis dans les forfaits pour les professionnels libéraux. Et donc, tout ça vient soit en sus, soit en appui des dispositifs existants. Voilà, en introduction, ce que je pouvais vous dire. Dans la deuxième partie, on poursuit en fait cette introduction puisque Jean-Christophe va vous présenter le périmètre. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ça, mais pour rappel, de quoi on parle quand on parle de données échangées au sein du Ségur du numérique. Merci Nolwenn. Donc, c'est une diapositive que vous connaissez sans doute. Elle a été enrichie au fur et à mesure de la production des task force et de l'existence même de ces task force. Donc, on retrouve le patient au cœur et acteur de son parcours de soins. Et c'est vraiment l'image finalement qu'il faudra qu'on retienne les uns et les autres. Et le Ségur aujourd'hui, ce programme ambitieux, comme l'a rappelé Nolwenn, est un programme qui se co-construit avec l'ensemble des professionnels de santé et les éditeurs de logiciels. C'est important de le rappeler. Le Ségur est composé en couloirs, décomposé en couloirs. La biologie médicale qui adressera l'ensemble des laboratoires de biologie médicale de ville, mais également les laboratoires hospitaliers et les groupes. La radiologie, qui quant à lui adressera les cabinets de radiologie en ville et également les plateaux techniques. La médecine de ville pour les cabinets de libéraux de ville, généralistes et spécialistes, mais également les maisons de santé et centres de santé. Les établissements de santé, donc on évoque ici les établissements publics, les établissements à but non lucratif et les établissements privés,
Et pour les établissements de santé, on adressera également toutes les activités à la fois MTO, PSI, SSR, HAD et MRC. Un volet sur le médico-social également, avec l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux. Et enfin, les pharmacies au travers des travaux pour les officines de ville. Donc, à retenir, le patient au cœur des sujets Ségur, qui sera bénéficiaire des prescriptions établissements et l'ensemble et prescriptions des professionnels de santé, avec de l'INS, donc de l'identité nationale de santé qu'on retrouvera dans l'ensemble des prescriptions, des lettres de sortie, des comptes rendus de biologie, des lettres de liaison, des comptes rendus de biologie, mais également l'ensemble des documents, DLU, etc., qu'on pourra retrouver au travers des multiples échanges qui aujourd'hui opèrent l'ensemble des acteurs du système de santé français. Passer à la slide suivante. Merci. Alors, les informations qui sont aujourd'hui véhiculées sont définies comme prioritaires par les task force. Je les ai déjà évoquées pour la plupart d'entre elles. À noter qu'ici, vous l'avez bien compris, l'ensemble des acteurs de santé sont aujourd'hui concernés par le programme Ségur. Ils exercent en privé, en libéral ou dans une structure publique. Ça, vous l'avez donc bien compris. Aujourd'hui, le Ségur adresse la transmission des comptes rendus structurés de biologie médicale pour une intégration optimale dans les dossiers patients. Donc, on est vraiment sur un échange compris et intégré directement dans les dossiers patients. La même chose sur le volet imagerie. La transmission du volet de synthèse médicale également par les médecins de ville au travers de la messagerie sécurisée de santé ou via les systèmes d'information hospitaliers. La transmission de documents clés qui sont liés à l'hospitalisation. Alors, on l'a évoqué, la lettre de liaison de sortie, le compte-rendu opératoire, mais également les prescriptions de médicaments. Et enfin, l'intégration dans les logiciels des destinataires de l'ensemble de ces documents et données numériques au profit du patient. Alors, l'idée, c'est de pouvoir généraliser les échanges de données et sécuriser et standardiser. Donc, pour pouvoir généraliser, il faut évidemment harmoniser les formats et partager ces exigences. Sur l'ensemble de ce paramètre de sécurisation et d'harmonisation, on retrouve en premier lieu l'identité nationale de santé, qui est un identifiant pivot unique de l'ensemble des documents et données patients qui sont échangés. Il s'agira également d'être conforme au cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. On parle du CISIS et des formats qui sont donc imposés pour chacun des documents qui sont décrits, en tout cas dans le volet 1, Ségur, dans vague 1 Ségur, au travers des documents qui ont été présentés précédemment. Il s'agira d'alimenter le DMP ressources techniques de mon espace santé. Au travers de mon espace santé, on pourra retrouver l'ensemble des documents qui seront disponibles au travers du DMP. Et concernant l'échange, il s'agira d'utiliser la messagerie sécurisée de santé pour échanger de manière sûre et certaine les documents patients entre professionnels de santé, mais également entre professionnels et patients. Il s'agira enfin d'intégrer ProSanté Connect pour l'authentification du professionnel de santé dans son système d'information. Donc, j'en ai terminé pour cette partie périmètre fonctionnel et services socle et je laisse à présent la parole à Inès Gouin de la DGOS pour le programme SunES. Bonjour, merci beaucoup Jean-Christophe. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. On t'entend bien, Inès. Okay. Super, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis Inès Gouin, j'interviens à la DGOS et plus précisément, je suis en responsabilité sur le pilotage opérationnel du programme SunES que je vais vous décrire. Alors, le programme SunES, c'est un programme de financement forfaitaire à destination des établissements sanitaires et exclusivement des établissements sanitaires. Comme le disait Nolwenn, ce programme-là ne couvre pas en fait la dimension médico-sociale qui sera traitée par le biais du programme ESMS numérique. Il s'agit d'un programme qui est conditionné à un certain nombre de règles et notamment le respect d'un certain nombre de critères d'éligibilité et notamment l'atteinte de ces prérequis et de cibles d'usage et j'y reviendrai par la suite. L'objectif de ce programme,
c'est véritablement, il s'inscrit, vous l'avez compris, dans les objectifs généraux du Ségur numérique. Et à travers ce NES, on cherche finalement à accompagner les établissements à développer des usages autour des services socles que sont le DMP, l'AMSS, qui deviennent finalement les vecteurs d'alimentation de mon espace santé qui sera ouvert à échéance de 2022. Et l'idée, c'est vraiment d'alimenter mon espace santé à travers ces vecteurs d'échange en y mettant des documents de santé référencés avec une identité nationale de santé qualifiée. Ce programme se place donc dans la continuité du programme Open. Ça ne veut pas dire qu'il se substitue au programme Open, on est bien sur 2 programmes différents. Pour autant, il s'articule avec Open dans la mesure où il constitue un programme de financement ciblé autour du développement des usages. Et en termes d'indicateurs, on s'est inscrit également dans la continuité d'Open, puisqu'en fait, on va exploiter, pour ceux qui connaissent le programme Open, le domaine 6, qui consacrait le développement des usages autour du DMP et de la MSS. Et là, finalement, à travers ce NES, on s'inscrit dans le D6, mais en crantant un peu plus loin, en y joignant une exigence supplémentaire autour de l'INS qualifié. Donc ça, c'est important de le rappeler. Il n'y a pas de disparition du programme Open. Le programme Open perdure avec ses propres échéances calendaires. Par contre, effectivement, on a un nouveau programme CNES qui s'inscrit dans la continuité du programme Open avec ses propres règles de gestion. Tous les établissements de santé sont éligibles, à la condition, bien entendu, de répondre aux critères d'éligibilité et notamment à l'atteinte des 6 prérequis que je vais vous décrire. Et donc, ce qui est important également de savoir, c'est que l'attribution par le passé de financement issu du programme H12 Hôpital numérique Open ne constitue pas de critères d'exclusion au programme CNES. Vous pouvez avoir été sélectionné dans le cadre des leviers financement de ces programmes et totalement pouvoir candidater en fait au programme CNES sans que ce soit un critère d'exclusion pour vous. Le programme CNES, sa particularité, c'est qu'il s'inscrit dans une dimension inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire que la dimension inclusive? Ça veut dire qu'on s'est donné les capacités financières à pouvoir financer tout établissement qui se porterait candidat, indépendamment de son statut, indépendamment de son activité, dès lors qu'il répond en fait aux 6 prérequis, qui constituent une clé d'entrée pour candidater. En termes de gouvernance, au niveau régional, ce programme donc, est opéré par les ARS et piloté nationalement par l'ADNS qui pilote globalement le Ségur numérique et qui a confié à la DGOS le pilotage opérationnel du programme CNES. Donc voilà pour les grands principes directeurs. En termes de périmètre, on pourrait dire fonctionnel du programme CNES. Vous l'avez compris, l'objectif, c'est vraiment d'encourager le développement des usages autour des services SOC que sont le DMP et l'AMSS. Et donc, logiquement, on va retrouver un programme qui va être structuré autour de ces 2 volets. Un premier volet, alimentation du DMP, et un deuxième volet, alimentation de la messagerie pro et citoyenne. En termes de financement, c'est un programme qui est doté d'une enveloppe de 210 millions d'euros, qui est séquencé comme suit. 158 millions d'euros dédiés à l'alimentation du DMP, et 52 millions d'euros dédiés à l'alimentation de la messagerie pro et citoyenne. Une instruction a été réalisée donc, cet été et publiée, enfin a été réalisée durant l'année, mais publiée cet été. Et cette instruction couvre le volet 1 en termes d'alimentation du DMP et le volet 2, une partie du volet 2, c'est-à-dire une expérimentation en fait qui vise aujourd'hui, qui est réalisée sur 3 départements pilotes et qui vise finalement à expérimenter en fait des usages autour de la messagerie sécurisée citoyenne, qui est une nouveauté par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à présent, puisqu'on était uniquement sur la messagerie pro. Et donc ces usages, une fois qu'ils seront expérimentés, eh bien un bilan en sera fait et c'est de ce bilan qui permettra de dégager les indicateurs d'usage qui seront généralisés par le biais d'une nouvelle instruction qui sortira en début d'année 2022. Concernant l'alimentation du DMP, donc qui concerne la grande partie de l'instruction qui a été publiée cet été, eh bien, on a défini finalement des objectifs, des exigences d'usage autour des documents de sortie, donc de la capacité de l'établissement à alimenter le DMP à partir de documents de sortie que je viendrai vous préciser après. On a également explicité des exigences autour de la capacité des établissements à alimenter le DMP à partir de comptes rendus
d'examen de biologie structurée au format CDR de niveau 3. Et enfin, le troisième domaine, donc l'imagerie, donc là, c'est la capacité des établissements à alimenter le DMP à partir de comptes rendus d'imagerie structurés au format CDR de niveau 1. Donc, en fait, l'exigence de CDR de niveau 3, on la retrouve exclusivement sur la partie biologie. Par contre, pour tout ce qui touche imagerie et documents de sortie, on reste sur du CDR de niveau 1. Donc, voilà en termes de périmètre fonctionnel. Si on passe à la slide suivante. Merci. Donc, concernant les prérequis, les prérequis, c'est important d'avoir en tête le fait que ce sont vraiment des conditions d'entrée pour candidater. Pour autant, ces conditions d'entrée, ce sont des conditions qui sont quand même connues dans la mesure où on a repris les 90% des prérequis open. Et donc, on a identifié finalement 6 prérequis autour de 3 thèmes. Le premier thème, l'identito-vigilance. Et donc là, on demande à ce qu'une cellule d'identito-vigilance soit opérationnelle. On a repris exactement le prérequis open, ni plus ni moins. Par contre, concernant l'identito-vigilance, on rajoute un nouveau prérequis qui n'existe pas par ailleurs, qui concerne en fait l'appropriation du référentiel national d'identito-vigilance RNIV1 et RNIV2. Cette appropriation, concrètement, en fait, elle se mesure comment? On demande à l'établissement de remplir un questionnaire à partir du formulaire de candidature qui est disponible sur démarche simplifiée. Et donc, le remplissage de ce questionnaire exhaustif permet à l'établissement de répondre aux prérequis appropriation du référentiel national d'identito-vigilance. Ensuite, on retrouve 2 prérequis autour du thème de la sécurité. Et donc là, on va retrouver le P24 Open dans exactement les mêmes termes. Et on va retrouver également, ce qui existait aussi dans Open, la réalisation d'un audit externe de cybersurveillance au sein de l'établissement, avec la petite évolution suivante, c'est que maintenant, on ne se contente pas d'un bon de commande comme on pouvait le demander dans Open, on demande à ce que l'audit soit réalisé. Donc le justificatif, c'est vraiment le justificatif de réalisation de l'audit. Pour autant, on introduit une petite souplesse pour les établissements qui souhaiteraient finalement s'engager maintenant dans le programme SUNES. On leur permet de présenter comme prérequis un bon de commande, dès lors que ce bon de commande atteste du fait que l'audit externe de cyber sera réalisé avant le 31 décembre 2021. Voilà pour la partie sécurité. Et enfin, le dernier thème couvre donc l'échange et le partage d'informations. Et donc là, on reprend également les 2 derniers prérequis, les prérequis open. Donc la capacité du SIH à alimenter le DMP, logiquement, vu que vous avez compris que le volet 1 est dédié à cela. Donc là, il est très logique de challenger l'établissement sur la capacité technique à disposer des liens qui vont bien pour pouvoir alimenter le DMP. Donc là, on parle finalement des connecteurs. Et enfin, l'existence d'une messagerie opérationnelle intégrée à l'espace de confiance MS Santé. Donc là, en fait, on challenge finalement l'existence de l'infrastructure technique qui va permettre finalement à l'établissement d'alimenter dans de bonnes conditions le DMP et d'utiliser la messagerie sécurisée de santé. Et lorsque du coup vous candidatez, on vous demande d'attester du fait que vous avez certes atteint les prérequis, mais on vous demande également de le justifier. Et donc, il vous sera demandé de télécharger des pièces justificatives qui vous sont explicitées dans un guide qui est sur le site du ministère et qui s'appelle le guide des prérequis et dans lequel vous retrouverez la description détaillée de chacun des prérequis que je viens de vous présenter, ainsi que les justificatifs attendus. Merci. Donc, après les prérequis qui finalement vous permettent de valider votre candidature, eh bien, on va vous demander finalement de répondre finalement aux exigences du Ségur en atteignant des cibles d'usage à partir des exigences que je viens de vous présenter. Et donc, on retrouve finalement 5 indicateurs répartis sur 3 domaines. Donc, le domaine 1, document de sortie. Par document de sortie, on entend la lettre de liaison de sortie, l'ordonnance de sortie et le compte-rendu opératoire. Pour ce dernier, bien entendu, le compte-rendu opératoire, eh bien, on demande à l'établissement d'alimenter le DMP dès lors que c'est possible pour lui. Si vous n'avez pas d'activité chirurgicale donnant lieu à un compte-rendu opératoire, vous n'aurez donc pas besoin d'alimenter le DMP. Et donc, cette partie-là, en fait, CRO donne lieu à un bonus de 10%. Mais si vous n'êtes pas capable d'alimenter le DMP du fait de votre activité, vous pouvez tout à fait quand même candidater au domaine 1 et vous serez valorisé sur la lettre de liaison de sortie et l'ordonnance de sortie.
Sur le domaine de biologie, donc là, c'est l'alimentation du DMP en compte rendu de biologie. Et donc, sur ce domaine-là, comme d'ailleurs sur le domaine 3, seuls les plateaux techniques de biologie et d'imagerie qui appartiennent en propre à l'établissement qui candidate sont éligibles. C'est-à-dire que toute la partie en fait libérale n'est pas couverte par CNES, mais sera couverte par un autre vecteur en termes d'usage. Voilà pour la partie indicateur. On peut passer à la slide suivante. Je vais décrire les pourcentages après. La nouveauté qu'introduit CNES, c'est que finalement, on a souhaité encourager les établissements à candidater le plus tôt possible dans le programme. Et pour cela, on a adopté un mécanisme qui croise l'évolution des cibles d'usage dans le temps avec une dégressivité des forfaits. Donc, plus finalement, vous allez être capable d'atteindre les cibles d'usage tôt dans le programme. Tôt dans le programme, c'est-à-dire les fenêtres que vous voyez décrites à l'écran. Le programme a été décliné autour de 4 fenêtres qu'on appelle des fenêtres de financement qui s'étendent sur 6 mois. Et donc, on a 2 fenêtres par an, donc 2 en 2022 et 2 en 2023. Et donc, en fonction de votre positionnement sur la fenêtre, eh bien, potentiellement, vous aurez en fait un forfait avantageux si vous vous positionnez tôt dans le programme et on vous demandera finalement d'atteindre une cible d'usage qui est moins ambitieuse que si finalement vous vous positionnez tard dans le programme. Et donc, c'est vraiment le cumul ou le croisement de ces 2 critères, dégressivité du forfait, progressivité des cibles d'usage dans le temps, qui finalement doivent constituer des éléments incitatifs pour les établissements pour candidater tôt dans le programme. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a effectivement une évolution, si on revient sur la slide d'avant. La slide d'avant. Merci. Voilà, donc vous voyez, ce que je viens de vous décrire se traduit. Par exemple, si on prend la lettre de liaison, eh bien, en première fenêtre, on vous demandera en fait un taux d'usage autour de 49%. Et si vous vous situez en dernière fenêtre, vous aurez un taux d'usage de 69%. Donc en fait, une différence de 20 points. Et associé à cette évolution, eh bien, du coup, votre forfait en fait sera amoindri de financement. Merci. Donc, on peut passer à la slide d'après. Voilà, concernant le dispositif de candidature. Donc, vous aurez compris que vraiment le programme en fait est structuré autour de 4 fenêtres de financement qui correspondent aux fenêtres sur lesquelles vous vous positionnez pour atteindre les cibles d'usage. Et à chaque fenêtre de financement est associée une période de candidature. Donc, si on prend par exemple la première fenêtre qui nous concerne directement, la plus rapidement dans le programme, donc elle commence en janvier 2022 pour se terminer en juin 2022, et seuls les établissements qui souhaitent se positionner sur cette fenêtre de financement sont invités à candidater entre le 1er septembre et le 31 octobre 2021, et uniquement ces établissements-là. Les autres établissements qui souhaiteraient candidater plus tard, eh bien, doivent se référer à leur période de candidature qui est associée à la fenêtre en question. Voilà pour la logique. Donc, on ne s'inscrit pas dans un programme où on vous demande finalement de vous positionner une fois sur toute la durée du programme. Cette gestion finalement du programme est cadencée en fonction des fenêtres de financement, et donc on aura vraiment 4 grands temps dans le programme pour d'une part instruire les candidats, recevoir les candidatures, les instruire et ensuite mesurer les usages. On peut passer à la slide suivante. Concernant la démarche de candidature, donc elle est simple. Il ne faut pas attendre des ARS qu'elles lancent des appels à projets. On a pu entendre cela dans certaines réunions régionales. Là, il n'y a pas d'appel à projet finalement, c'est l'instruction qui lance le programme CNES qui fixe officiellement le démarrage du programme. Et donc, vous pouvez candidater quand vous le souhaitez dès lors que vous inscrivez donc, sur la première fenêtre de financement entre le 1er septembre et le 31 octobre sur l'outil Démarche simplifiée qui est un outil national qui vous permettra de remplir un formulaire de candidature. Et donc, on vous a mis le lien URL sur lequel vous pouvez accéder. Donc, il vous suffira d'avoir un compte usager, démarche simplifiée, pour pouvoir procéder à votre candidature. Nous vous avons mis sur le site de la DGOS un guide d'aide à l'utilisation de démarches simplifiées si vous rencontrez des difficultés.
Et donc, c'est un formulaire en ligne très simple dans lequel on vous demandera de remplir un certain nombre d'informations administratives pour pouvoir bien vous identifier. On vous demandera également les domaines sur lesquels vous souhaitez vous positionner. En fonction de ces domaines, eh bien, il y aura un montant forfaitaire qui vous sera bien entendu attribué. Sachez que vous pouvez également, ce montant forfaitaire est calculé sur la base de votre activité combinée 2019. Je reviens aussi là-dessus parce qu'il y a parfois des confusions. C'est l'activité combinée 2019 et non pas 2017. Et cette activité combinée 2019, ce n'est pas l'établissement de la calculer, ce sont des chiffres en fait qui sont établis au niveau national à partir de la SAE 2019. Et donc cette information est disponible depuis le fichier de calcul qui existe sur le site de l'ANS et il me semble que dans cette présentation, le lien doit vous être à mon avis transmis. Voilà. Pour info, cette information est également disponible sur l'outil O6, pour ceux qui connaissent. Voilà, alors c'est une présentation très synthétique. Hein. Si ça appelle des précisions, bien entendu, je me tiens à votre disposition pour y répondre via le chat ou plus tard. En tous les cas, ce qu'on souhaitait vous faire passer comme message, c'est qu'aujourd'hui, hein, on a à peu près, on a plus d'une centaine de candidatures, ce qui est quand même bien en deçà de nos espérances concernant la première fenêtre de financement. Il nous semble qu'en fait, il y a des messages qu'il faut qu'on fasse passer pour notamment contourner un certain nombre de freins potentiellement qui n'ont pas lieu d'être. Alors, le premier message sur lequel je souhaite insister, c'est vraiment n'hésitez pas à candidater sur la première fenêtre CNES qui vous permettra vraiment de bénéficier du montant forfaitaire le plus intéressant. Et donc, pour cela, vous avez compris qu'effectivement, il faut que vous ayez atteint des prérequis, mais des prérequis qui sont connus depuis quand même de longue date. Et donc, notamment sur la cybersécurité, donc il faut avoir réalisé un audit de cybersécurité dont la date d'antériorité est celle de 2020. Hein, les audits de 2019 ne passent pas, mais par contre, à partir de 2020, c'est tout à fait possible. Ou disposer d'un bon de commande signé, comme je vous le disais, pour un audit à réaliser avant le 31 décembre 2021. Pour l'identitovigilance, il faut disposer donc d'une cellule d'identitovigilance et répondre au questionnaire sur l'appropriation du référentiel. Par contre, au niveau des prérequis, on n'attend pas, parce que c'est aussi une confusion sur le terrain, on n'attend pas des établissements qu'ils aient mis en place l'INS pour candidater, puisque l'objectif d'INS, c'est vraiment un objectif d'usage. Donc, si vous n'avez pas encore mis en place l'INS et n'êtes pas encore en capacité de qualifier vos documents avec une INS qualifiée, vous pouvez pour autant candidater puisque les prérequis ne portent pas sur ce sujet-là. Concernant les périodes d'atteinte de cibles d'usage, vous pouvez également candidater sur la première fenêtre en ayant peut-être effectivement une vue ambitieuse sur la première fenêtre, mais il n'y aura pas de risque pour vous dans la mesure où le report d'atteinte des cibles est tout à fait possible sur la deuxième fenêtre de financement, aux conditions bien entendu forfaitaires de la deuxième fenêtre de financement. Mais voilà, vous n'aurez pas de pénalité, entre guillemets, si vous n'atteignez pas vos cibles d'usage sur la première fenêtre de financement. Et vous serez basculé de manière automatique sur la seconde. Et ensuite, ce qu'il faut aussi que vous ayez en tête, c'est que ces cibles d'usage du DMP et de DMSS, eh bien, en fait, elles ont vocation à intégrer l'IFAC 2022. Et donc, elles devront être atteintes par l'ensemble des établissements de santé. Et donc, en candidatant dans le programme taux, finalement, vous prenez une longueur d'avance pour pouvoir répondre en fait aux exigences des indicateurs numériques qui permettront de calculer la dotation IFAC 2022. Voilà. Donc, voilà, vous l'avez compris, on souhaite vraiment un engagement des établissements assez tôt dans le programme. D'autant plus que voilà, il n'y a pas forcément de risque à ce que finalement vous vous positionnez sur la première fenêtre. Le seul risque, c'est finalement que vous soyez reporté sur la deuxième si vous ne pensez pas atteindre la première fenêtre. Je vous remercie. Merci beaucoup Inès. Alors oui, Inès, excuse-moi. Oui, pardon. J'avais pas dit qu'effectivement, il y avait la dernière slide, je n'avais pas anticipé, mais c'est important de le dire et je prends 2 minutes chrono. On a réalisé une page web dédiée au programme CNES qui doit vraiment devenir finalement le point d'entrée privilégié pour avoir des informations sur le programme CNES. Et sur le programme CNES, donc vous trouverez tout un corpus documentaire qui vous permettra de mieux comprendre le programme et d'avoir toute la documentation nécessaire pour d'une part atteindre les prérequis et d'autre part les indicateurs d'usage. Et si des questions demeurent, eh bien, on vous a mis à disposition une adresse mail nationale djos-san@santé.gouv.fr. Sachant que les ARS doivent quand même constituer vos relais d'échange de préférence en première intention. Merci. Merci Inès. Merci pour cette présentation très claire. Plusieurs questions dans le chat. Si tu
peux prendre un peu de temps pour pouvoir y répondre. Et ça me Oui. permet du coup de laisser la parole à Thomas Jean pour le financement à l'usage pour les professionnels libéraux. Et Thomas. Bonjour à tous. Donc, je suis Thomas Jean, je suis responsable du département Mon Espace Santé et du dossier médical partagé au sein de l'assurance maladie. Et je vais vous présenter la négociation qui a eu lieu cet été avec les médecins, qui a abouti à la signature d'un avenant neuf avec un pilier numérique très important. Donc, dans ces grandes lignes, nous avons signé cet avenant le 30 juillet avec les 3 gros syndicats signataires qui sont MG France, Avenir Spé, Le Bloc et la CSMF, et un avenant qui finance pour 800 millions d'euros de nouvelles pratiques. Vous voyez à droite le tableau de l'ensemble des mesures. Alors, il y a des mesures pour les médecins généralistes avec la création de visites pour des personnes âgées, par exemple, ou la création d'avis de consultation pour les spécialistes, pour le soin non programmé. Mais vous voyez en bas le numérique en santé, sur les 786 millions précisément, 300 millions ont été investis pour l'incitation à l'usage. Et donc, cette incitation à l'usage avec quelques priorités. L'alimentation d'un document essentiel pour le dossier médical partagé, qui est le volet de synthèse médicale, l'alimentation du DMP avec les prescriptions, les bilans, les différents documents qui ont été évoqués aussi auparavant, le développement, l'incitation au développement des échanges entre patients et médecins, avec la messagerie citoyenne qui sera au cœur de mon espace santé, le déploiement de la e-prescription et le déploiement de l'applicateur Vital. Alors, on va focuser dans les slides suivants sur deux gros sujets qui ont été mis dans cet avenant neuf. Si on regarde le slide d'après encore, un premier que vous connaissez, justement, on a indiqué dans cet avenant conventionnel toutes ces parties financement, équipement qui est prévu dans le cadre du Ségur numérique, avec peut-être la particularité pour la médecine de ville, c'est dans les services socles, on a intégré dès cette première vague, en fait, les 2 services qui sont la e-prescription et l'AppCV, sur lesquels on compte beaucoup pour développer les usages du numérique. Et donc, slide suivant, là, on est rentré dans le cœur de la négociation avec la création d'un forfait, on dit one shot, qui va être versé en une fois pour l'alimentation du volet de synthèse médicale dans le DMP. On sait que c'est un sujet très important pour les patients, notamment les patients les plus consommateurs de soins, pour être pris en charge, avoir une bonne prise en charge dans l'ensemble du parcours, que ce soit après en établissement, chez les spécialistes ou chez un remplaçant, par exemple. Et donc, on a créé un forfait d'alimentation du VSM en dehors du forfait structure, avec une rémunération forfaitaire, vous voyez, qui varie entre 1 500 € et 3 000 €. Ça, c'est le montant de base, avec une alimentation demandée pour les VSM des patients qui sont en ALD. S'il atteint 90% de VSM alimenté pour sa patientèle ALD, le médecin aura 3 000 €. Et après, ce forfait, en fait, il est indexé sur la base de la patientèle qui est retenue, une patientèle moyenne de 800. Et donc, par exemple, si j'ai 1600 patients dans ma file active, ça peut multiplier par 2 ce forfait. Petit écho. Et donc, ce forfait, il peut être majoré de 20%, où là aussi, on va favoriser si ces VSM sont plutôt au format structuré, donc c'est des AR2 niveau 3, pour au moins un tiers. Donc, l'ensemble du forfait sera majoré de 20%. Et donc, on donne une cible de 1 an et demi aux médecins pour initier et alimenter les VSM pour la plupart de leur patientèle ALD. C'est un premier volet de ce qui a été négocié en termes d'incitation à l'usage. Et donc, après, ce qui a évolué dans les slides suivantes, vous allez voir, c'est le forfait structure. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le forfait structure, c'est un ensemble d'indicateurs qui permet d'alimenter la rémunération des médecins. Donc, si on regarde la slide suivante, s'il vous plaît, celle d'après même, donc on va se cibler sur les évolutions du forfait structure. Le forfait structure, il est composé à chaque fois de 2 volets. Un premier volet, ce qu'on appelle le volet 1, qui est en fait un ensemble de prérequis, c'est-à-dire si le médecin veut toucher la rémunération qui est liée à l'ensemble des indicateurs du forfait structure, tout volet confondu, il doit à minima remplir, atteindre des objectifs des indicateurs du volet 1. Et donc là, dès 2022, dans le volet 1,
on fait évoluer l'indicateur qui est lié à la partie facturation cahier des charges système design vital pour intégrer l'APCV, le service socle, et pour après, vous allez voir, créer un indicateur qui permettra de favoriser l'usage. Dans le volet 2, on a des usages qui sont liés au téléservice, on va dire historique, avec le service de prescription électronique de transport, par exemple. Mais vraiment, la nouveauté, ce sont les deux suivants. C'est une création d'un indicateur d'usage du DMP et la création d'un indicateur d'usage de la messagerie citoyenne entre médecins et patients au travers de mon espace santé. Puis derrière, on a créé deux autres indicateurs qui ne sont pas forcément liés directement au numérique, mais qui correspondent à des projets aussi portés nationalement à travers le SAS. Donc, slide suivant, en fait, on voit concrètement les évolutions, c'est-à-dire que l'évolution majeure, c'est que avoir un logiciel référencé Ségur va devenir un prérequis pour les médecins pour bénéficier de la rémunération des frais structures. Une évolution majeure, c'est-à-dire qu'ils devront avoir un logiciel qui certifie l'ensemble des services socles qu'on a évoqués juste avant pour pouvoir être rémunérés sur le frais structure à partir de 2023. Donc, les médecins ont jusqu'à 2023 pour s'équiper d'un logiciel Ségur. Et dans le volet 2, on ajoute d'autres indicateurs d'usage, donc sur les téléservices historiques avec la déclaration simplifiée de grossesse, et deux autres qui correspondent aussi aux deux services socles qu'on a vus, donc l'usage de la e-prescription, sur lequel on attend beaucoup de choses, et la création d'un indicateur d'usage sur l'utilisation de l'appli carte vitale en fonction du nombre de feuilles de soins électroniques transférées par le médecin. Slide suivante. Donc là, on voit concrètement un résumé de l'ensemble des indicateurs qui sont les indicateurs d'usage des services dans le volet 2, où là, vous voyez par exemple, sur l'usage du DMP, on crée un indicateur qui est un pourcentage de consultation donnant lieu à une alimentation d'un document dans le DMP. Et donc, dès 2022, chaque médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste, aura un objectif de 20% de consultation qui donne lieu à l'alimentation d'au moins un document. Et vous voyez, la rémunération en termes de points, c'est 40 points, un point correspondant à 7 €. Donc, ça fait 280 € potentiels pour les médecins sur cet indicateur qui va perdurer en 2023. L'usage de la messagerie de mon espace santé, de la messagerie citoyenne, où là, de la même manière, on a un objectif de 5% des consultations qui donnent lieu à au moins un échange par la messagerie citoyenne de mon espace santé. Et en 2023, la création des deux autres indicateurs, le temps de déployer ces services socles avec la prescription, un pourcentage de prescription des produits de santé établi via le service e-prescription, où là, avec un objectif très ambitieux qui est de, dès 2023, 50% des prescriptions soient réalisées à partir du service socle e-prescription, et l'usage, le démarrage de l'usage de l'APCV pour la facturation des patients, avec 5% des feuilles de soins électroniques réalisées à partir d'une APCV. Slide suivant. Et donc, vous voyez qu'en termes d'évolution d'architecture, on rajoute un certain nombre de points. Donc, on crée donc, dès 2023 des points supplémentaires sur la partie volet 2 avec 100 points qui sont créés et 110 points après. Donc, potentiellement, vous voyez, en 2023, dans la deuxième colonne, dans la deuxième partie du volet du tableau, vous voyez 40 points, plus 40 points, plus 40 points, plus 40 points. Donc, on arrive à 160 points, donc, qui peut donner une rémunération supplémentaire substantielle pour un médecin qui développerait les usages du numérique en santé vers le DMP et l'usage de la messagerie citoyenne et des services socles. Et slide suivant. J'ai du coup terminé par cette présentation rapide. Donc, vous voyez une évolution quand même majeure avec un investissement très important, une négociation qui a été faite avec l'ensemble des syndicats pour aboutir vraiment à un investissement sans précédent pour un vrai virage numérique et une incitation à l'usage des professionnels de santé en parallèle de tout l'effort qui est fait côté éditeur sur la partie équipement. Parfait. Écoute, la transition est trouvée. Merci Thomas. Je crois qu'il y a quelques questions dans le chat, donc je te laisse éventuellement regarder sur lesquelles tu peux intervenir. Et je laisse sans tarder la parole à Nolwenn François qui présentera le dispositif système ouvert et non sélectif. Merci Nolwenn.
Merci beaucoup. Donc, j'enchaîne et ça va me permettre aussi de répondre à une question, je pense, qui vient de passer dans le chat sur comment faire pour commander une version référencée à son éditeur. Donc, qu'est-ce que c'est que ces versions référencées, que ce financement à l'équipement logiciel? C'est un mécanisme d'achat pour compte où l'éditeur va proposer à son client, donc professionnel de santé, établissement de santé, une version référencée Ségur qui répond à un ensemble de fonctionnalités qui ont été définies dans le cadre du travail des task force, des différents couloirs sur le premier semestre de l'année, là, 2021. Et le montant de cette commande ou de ce devis sera versé directement à l'éditeur par l'État dans le cadre des financements Ségur. Donc, ça ne sera pas le professionnel de santé qui devra régler la facture en réalité. Donc, le professionnel devra établir son bon de commande, déployer les fonctionnalités au sein de sa structure ou de son cabinet, s'en servir, valider que ça fonctionne bien et ainsi l'éditeur pourra prétendre au paiement de sa facture auprès de l'autorité de services et de paiement qui a en charge le versement de ces financements. Donc, réglementairement parlant, on est sur sur des arrêtés qui comportent chacun 3 annexes, un dossier de spécification de référencement qui décrit le périmètre compris pour chacun des périmètres fonctionnels, un fichier d'exigence technique et fonctionnelle, donc c'est un fichier Excel qui reprend la description de chacune des fonctionnalités que doit assurer la solution logicielle, et en parallèle, les preuves qu'il devra fournir à l'ANS pour son processus de référencement. Et c'est avec ce référencement à l'issue de ce processus qu'il aura obtenu auprès de l'ANF qu'il pourra prétendre au financement accompagné du devis ou du bon de commande signé par son client auprès de l'ASP avec toutes les modalités décrites dans la troisième annexe de l'arrêté qui est le document d'appel à financement, et qui décrit non seulement les modalités, la procédure à suivre, mais les montants plafonds, bon, à titre indicatif, parce qu'après on les retrouve, comme disait Inès Gouil tout à l'heure, dans des fichiers de calcul basés sur l'activité combinée 2019 pour ce qui est des établissements de santé, mais sur d'autres critères d'activité. Pour la radiologie, on va avoir le nombre d'actes enregistrés dans le RIS. Pour la biologie, on va avoir le nombre d'instances, c'est-à-dire de bases qui hébergent des bases de données de systèmes de gestion de laboratoire par entité géographique. Et bref, dans chaque couloir, et pour la partie médecin de ville, on a d'autres critères en fonction de, soit un médecin dans un cabinet ou sur une maison de santé, qui établissent les montants plafonds pour chacun et dernière chose, le périmètre exact des fonctionnalités Ségur et des prestations qui sont prises en charge par ce financement qui doit rester sans reste à charge sur ce périmètre-là pour les professionnels de santé. Donc, on a à l'heure actuelle des DSR qui ont été établis sur la biologie, donc biologie médicale, on a un DSR sur le système de gestion de laboratoire et un sur le transcodage LOINC pour pouvoir utiliser cette nomenclature-là et la partager. On en a un en radiologie sur les RIS, sachant que la vague 2, puisqu'on est là sur la première vague, la vague 2 sera plus portée sur les PACS. Et puis, sur médecin de ville, on en a un donc sur les logiciels de gestion de cabinet, et sur l'hôpital, on en a 3 puisqu'on a voulu découper en grandes fonctions et non pas réellement en logiciels la partie référentiel d'identité, la partie dossier patient et la partie plateforme d'intermédiation, ou en tout cas plateforme de transmission des documents depuis le SIH vers l'extérieur, donc vers DMP et messagerie sécurisée de santé. Et dans le cas de l'hôpital, notamment, on peut avoir un ou plusieurs logiciels qui traitent de ces fonctionnalités. Donc, ça peut être un éditeur, 2 éditeurs, 3 éditeurs qui vont être référencés et proposer ces prestations-là à un établissement de santé. Donc, sur la diapo suivante, on reprend ces éléments, ces annexes aux arrêtés. Pour rappeler aussi qu'ils sont tous disponibles sur le site de l'ANS, sur la page par couloir, sur les pages Ségur du site de l'ANS.
Et c'est à cet endroit-là que vous trouverez systématiquement ces documents-là dans leur version à jour et officielle. Bon, ils n'ont pas vocation à être modifiés, mais enfin, au cas où ça le serait, c'est toujours les documents qui sont publiés à cet endroit-là qui sont les bonnes versions. Sur la diapo suivante, le détail, donc, enfin un peu de détails sur les prestations du périmètre Ségur. Par licence d'utilisation, il faut entendre la version. Hein, ce n'est pas l'achat d'une solution complète qui est prise en charge par ce financement, mais c'est la version correspondant qui répond à l'ensemble des fonctionnalités décrites dans les exigences qu'on vient de citer et qui sont donc qui sont référencées. En fait, c'est une version qui est référencée auprès de l'ANS. Les frais d'installation, tout ce qui est prestations d'installation, de configuration qui accompagnent l'installation de cette version et notamment les demi-connecteurs pour les flux concernés. Si nécessaire, ça dépend des couloirs et c'est particulièrement vrai en radiologie, l'accompagnement pour l'obtention du certificat logiciel pour pouvoir faire ces émissions de documents. Le suivi de projet, bien sûr, hein, tout ce qui va avec l'installation ou l'acquisition d'une version pour un client, quel qu'il soit, professionnel de santé. Les formations qui vont avec, alors pareil, selon le type d'établissement ou de professionnel, on va former directement les professionnels. Dans un établissement de santé, on va éventuellement plus partir sur un groupe de référents. Et le détail de ces prestations-là, bien décrit dans les documents d'appel à financement, et que vous soyez éditeur ou professionnel de santé, je vous invite vraiment à aller les consulter pour voir exactement comment vous organisez et quelles sont les prestations qui sont incluses et qui sont financées dans ce périmètre. Inclut aussi la maintenance corrective sur une durée de 6 ans. Alors évidemment, ça ne comprend pas tout, donc on vient de le dire, c'est pas le changement total d'une solution logicielle qui est pris en charge, mais uniquement ces fonctionnalités-là. C'est pas non plus le matériel, on est bien sur la prestation logicielle, donc toutes les acquisitions matérielles qui pourraient être nécessaires dans ce cadre-là ne sont pas prises en charge par ce financement, non plus les retards de version qu'il pourrait y avoir et tout ce qui est infrastructure ou système de base de données qui serait à rattraper sur des retards de version pour pouvoir installer cette version compatible Ségur. Donc, c'est vraiment un travail à voir avec chacun des éditeurs pour être sûr qu'on est bien calé, bien en phase et bien coordonner ce projet, sachant qu'en fonction de la structure, je pense aux établissements de santé, surtout si en plus il y a des plateaux médico-techniques, radio ou biologie, il y a plusieurs éditeurs à mettre à coordonner pour pouvoir mener à bien tous ces projets-là dans les temps. Et c'est important en termes d'organisation de projet d'anticiper au maximum. Ce qui nous amène à la dernière diapo sur ce sujet, qui sont des éléments de calendrier. Donc, les arrêtés dont on a parlé ont été publiés au JO du 13 août. Et donc, toute commande antérieure n'entre pas dans ce périmètre-là. En revanche, les commandes qui ont été passées après cette publication peuvent entrer dans ce dispositif de financement sous réserve que la solution soit référencée. Donc, il est possible de passer des commandes, et ça, c'est bien décrit aussi dans les documents d'appel à financement, de passer des commandes avant le référencement de la solution, mais ça demande un engagement, bien sûr, de l'éditeur qui s'engage à avoir déposé les preuves pour son référencement dans les 120 jours qui suivent la signature du devis. Donc, il y a un risque, mais ça permet, si l'éditeur est bien engagé, s'engage bien dans la démarche, de planifier à l'avance les prestations liées à ces projets-là. Depuis le 30 août, donc, les éditeurs peuvent déposer leur demande de référencement auprès de l'ANS. Ce guichet de demande de référencement fermera le 15 mai. Et le guichet d'ouverture des demandes de financement, donc qui concerne les éditeurs, hein, ces démarches-là sont toujours côté éditeur, ouvrira en novembre et se fermera le 15 juillet. Donc, tout devis, en fait, tout bon de commande passé après le 15 juillet ne pourra plus donner lieu à ce financement-là. Tous ces projets-là devront être terminés au 15 octobre 2022
hormis les 3 qui concernent l'hôpital, c'est-à-dire référentiel d'identité, des dossiers patients et plateforme d'intermédiation, qui ont jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, ça veut dire que la validation d'aptitude, qui est le document que le professionnel ou l'établissement va signer et transmettre à son éditeur, devra être transmis avant le 15 octobre ou le 31 décembre, selon le couloir concerné, pour que l'éditeur puisse toucher le solde de cette facturation. Voilà, c'est très résumé, mais voilà, sachez que tous les documents sont en ligne sur le site de l'ANS, ainsi que d'autres qui ont vocation à synthétiser ou à rendre toutes ces informations-là un peu plus pratiques, notamment des modes d'emploi, des synthèses sur l'ensemble des services et des supports mis à disposition. N'hésitez pas à vous rendre sur les pages de l'ANS liées au Ségur et également sur les pages des GOS pour la partie SNES. Merci beaucoup, Nolwenn. Sur l'espace Ségur de l'Agence du numérique en santé, bon nombre de documents qui vous seront certainement très utiles et que nous vous invitons à télécharger et à lire. On a juste, excuse-moi Jean-Christophe, on a une main levée depuis tout à l'heure. Carole Fraisseur propose, si vous voulez bien, on termine la présentation avec mon espace santé et on peut vous donner ensuite la parole pour poser votre question, parce que je pense qu'on aura le temps à ce moment-là de passer à des questions en direct. Bien. Merci Nolwenn. Je laisse là donc la parole à Anne Norin qui est en charge à l'agence du programme Mon Espace Santé. Merci. Merci. Donc, Mon Espace Santé, c'est le projet emblématique de la feuille de route du numérique en santé. C'est un projet qui est porté par l'assurance maladie. Donc, vous avez vu depuis le début de la présentation que bon nombre d'actions sont à réaliser au profit de la réussite de Mon Espace Santé. Slide suivant. Donc, Mon Espace Santé, ça fonctionne comment et ça correspond à quel type de fonctionnalité? Donc, il y a 4 grandes briques. Une première qui est le dossier médical, donc qui s'appuie sur le DMP, où vous allez retrouver l'ensemble de vos documents de santé, mesures de santé, on en parlera un peu plus dans le détail. La messagerie citoyenne, donc là aussi, on en a beaucoup parlé, l'alimentation et les usages entre professionnels et usagers au travers de cette messagerie sécurisée. Et puis, 2 autres briques, une brique agenda où on va pouvoir retrouver ces rendez-vous passés, à venir et noter un certain nombre de tâches, et une partie catalogue de services, donc un véritable store d'applications que l'usager pourra utiliser et qui auront passé un process de référencement avant d'intégrer le store. Slide suivant. Donc, les étapes du parcours utilisateur, c'est quoi? Chaque usager, donc nous tous, nous allons recevoir un courrier ou un email nous indiquant un numéro identifiant provisoire à l'aide duquel on va pouvoir se connecter sur monespacesanté.fr et puis bientôt via l'application mobile afin de créer notre identifiant mot de passe. Donc, on va vraiment pouvoir avoir une démarche proactive d'activation de Mon Espace Santé. On va pouvoir évidemment exercer, si on le souhaite, son droit d'opposition, donc dans un délai d'1 mois et 10 jours après la réception du courrier. Une fois qu'on sera doté de ces identifiants, on va pouvoir accéder à Mon Espace Santé et puis commencer à alimenter son espace et notamment son profil médical avec ses antécédents, histoire de la maladie, ses traitements habituels, ses allergies, voilà vraiment tout ce qui peut aider à la prise en charge globale du patient. Slide suivant. Alors, Mon Espace Santé, c'est quoi le calendrier? Donc là, actuellement, on est dans une phase pilote auprès de 3 départements, donc, que sont la Loire-Atlantique, la Somme et Haute-Garonne. Donc, sur ce périmètre des départements pilotes, l'idée, c'est de tester les usages du dossier médical, donc avec la brique DMP, comme je vous le disais tout à l'heure, et les usages de la messagerie citoyenne. Donc, pour ce faire, on s'appuie sur un certain nombre d'établissements et de professionnels de santé libéraux pilotes, ainsi que des usagers, pour pouvoir vraiment faire ressortir les principaux cas d'usage et capitaliser sur cette expérimentation au profit de la généralisation qui prendra effet en janvier 2022 et qui, là, intégrera les 2 autres fonctionnalités, l'agenda et le store d'applications. Slide suivant.
Donc, un pilote pour recueillir les usages et les retours terrain, c'est ce que je vous expliquais. Donc, ces pilotes, ils sont suivis conjointement sur chacun des territoires avec l'assurance maladie, l'ANS, les ARS et les groupements régionaux d'appui au déploiement de l'e-santé. Donc, l'idée, c'est vraiment de mobiliser fortement les acteurs sur le terrain, de travailler voilà, sur des retours d'expérience, de capitaliser pour pouvoir avoir un maximum de support et d'outils de communication pour aider l'ensemble des acteurs sur le territoire à préparer la phase de généralisation. Slide suivant. Donc, à ce titre, actuellement, je vous le disais, on a 3 départements pilotes. C'est 4 millions de personnes qui ont été notifiées, donc qui ont reçu le courrier ou l'email pour proactivement être invité à activer mon espace santé. Et puis donc 2 fonctionnalités, messagerie sécurisée citoyenne et puis le dossier médical, je vous le disais, avec la brique DMP, mais pas que, puisque cette brique dossier médical est complétée par le profil médical. Et puis, un certain nombre de fonctionnalités comme la possibilité de saisir des mesures de constante qui pourront être liées à des applications du store qui auront passé donc le process de référencement et qui, du coup, auront une garantie de sécurisation d'utilisation des données. Slide suivant. Donc, les chiffres assez récents, vous voyez, au 26 septembre, on est à 3,63% de taux d'activation. Donc, comme je vous le disais, ce qui est important à avoir en tête, c'est que là, ça représente les personnes qui ont été, encore une fois, proactives, qui ont fait la démarche d'aller sur mon espace santé pour activer mon espace santé, créer leur identifiant mot de passe. Passer le délai d'1 mois et 10 jours au cours duquel vous pouvez soit activer, soit exercer votre droit d'opposition, l'opt-out, le fameux opt-out va faire son œuvre et va créer automatiquement l'aimant espace santé pour l'ensemble des usagers qui n'auront ou pas activé ou pas exercé leur droit d'opposition. Ce qui va du coup nous augmenter le champ des possibles et du coup vous motiver tous à aller vers les différents programmes de financement précités au profit des usages parce que voilà, maintenant, à l'inverse, voilà, on a un vrai changement de paradigme par rapport à ce qu'on a connu avec le DMP historique, avec l'ouverture massive de mon espace santé. Vous allez vraiment avoir un vrai champ d'utilisation rapidement. Slide suivant. Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez, moi je vois que ça arrive tout doucement, donc on est déjà à la partie questions-réponses. Je laisse Jean-Christophe nous dire s'il y avait peut-être déjà d'autres choses à voir et sinon on prendra vos questions. Peut-être rapidement rappeler à l'écosystème ce que tu as pu observer et éventuellement les réponses auxquelles tu as pu, les questions auxquelles tu as pu déjà tout répondre. à fait. Donc, c'est vrai que là, comme je vois qu'on a un petit temps, d'abord vous dire que ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent et que j'ai mentionné ici. À date, pour l'utilisation de la messagerie citoyenne et pour amorcer le dialogue entre le professionnel et l'usager, c'est bien le professionnel qui va être à l'initiative du premier message pour du coup inviter l'usager, son patient, à entrer dans un dialogue avec lui. Vous dire également par rapport encore une fois aux exigences qu'on a pu mentionner là depuis le début de la séance, vous rappeler le format de structuration de l'adresse de messagerie citoyenne. Donc c'est le matricule ins@patient.mssanté.fr. Donc ça c'est important d'avoir en tête qu'on a un format unique d'adresse que vous retrouverez au sein du coup de vos logiciels métiers. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit. Là, issu des retours qu'on a, déjà, ce qui est extrêmement positif, c'est que l'appropriation de l'interface Mon Espace Santé par les utilisateurs, par les usagers qu'on a pu interroger, c'est extrêmement fluide, que ce soit au moment de l'activation ou ensuite de l'utilisation, l'interface est vraiment fluide. Côté professionnel, ce qu'il faut aussi mentionner, c'est important, c'est que l'accès que vous avez aujourd'hui au DMP ou via le web DMP perdure.
Il y aura une phase de transition et je vous invite mercredi soir ou jeudi à consulter la plateforme Participer, la plateforme de concertation de l'ANS pour consulter les chapitres de la doctrine V 2021 sur mon espace santé, le bouquet de services pro. Ça vous donnera beaucoup d'informations. Ça va être en concertation pendant 6 semaines et ça va vous montrer justement toute l'articulation qu'il va y avoir entre mon espace santé, la messagerie citoyenne, le DMP, e-prescription, et puis aussi vous donner des informations sur la partie bouquet de services pro et finalement le pendant, si j'ose dire, de mon espace santé, mes côtés professionnels. Très bien. Merci beaucoup, Anne. C'était effectivement très clair. Le support de présentation ainsi que le webinaire seront accessibles depuis notre site internet et vous pourrez évidemment le revoir et le réentendre. Donc, nous avons un peu de temps pour pouvoir répondre à vos questions et je crois avoir compris que Madame Fréchard souhaitait éventuellement intervenir. Oui, c'est très gentil, merci beaucoup. Déjà, c'était très intéressant au niveau de ce webinaire. Le Ségur à santé, c'est vraiment nécessaire. Et j'ai une petite question parce que j'ai une petite particularité. Je m'occupe de GIE public-privé, aussi de structures privées où forcément on va se mettre complètement dans le Ségur de la santé et essayer d'être optimal de ce côté-là. Mais par contre, ça me pose un petit problème puisque forcément, je ne suis pas en lien direct avec les professionnels de santé. C'est les structures publiques-privées comme les GIE de scan d'IRM accolés aux hôpitaux qui vont prendre en charge les financements pour tout ce qui est RIS, puisque c'est surtout la radiologie, pour mes structures, idem pour les structures purement privées. Et le souci, c'est que quelque part, on a été un peu oubliés, puisqu'en fait, c'est les professionnels de santé qui vont être financés, alors que c'est nous qui allons faire les démarches, et c'est un peu dommage. Donc, je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui avait été pensé ou pas du tout, puisque en tant que GIE, on n'est pas établissement de santé, en tant que SA, SARL ou SAS, puisque suivant l'historique public-privé des structures, on n'est pas non plus des établissements de santé. On est des entreprises, oui, de radiologie, souvent mixtes, et forcément, c'est un peu problématique, puisqu'on va faire, nous, les démarches, on va se mettre en conformité au niveau des RIS, au niveau des PACS, et en plus, je pense que ça sera très, très bien pour le patient et tout le parcours patient. Mais d'un autre côté, nous ne bénéficierons absolument pas du Ségur, ni de manière financière, ni de manière d'incitation. Au contraire, c'est les médecins qui vont en profiter à notre place. Quand vous dites bénéfice Ségur, c'est peut-être sur le financement d'usage. Voilà, le financement d'usage, nous n'avons pas accès au ROSP, nous n'avons pas accès au forfait, on va dire, établissement, etc. Donc, c'est vrai que quand vous avez un GIE public-privé sur un CH, automatiquement, oui, nous avons un numéro d'établissement, ARS et autres, et nous faisons, par exemple, la télétransmission des forfaits techniques. Nous mettons tout à la disposition, on va dire, des professionnels de santé. Nous allons acheter les RIS, les PACS en conformité, mais techniquement, on n'aura aucun retour. Donc, nous allons faire l'investissement. Le fournisseur du RIS et du PACS, lui, va toucher aussi un élément de Ségur de santé. Et là, en fait, ça va être des médecins en profession libérale qui n'ont parfois rien à voir, entre guillemets, avec nous ou qui ne s'impliquent pas dans la structure, qui vont avoir le bénéfice de ce Ségur que nous aurons, nous, investi. Alors, juste pour répondre sur l'investissement, l'éditeur ne pourra, lui, toucher ses financements que sur la base d'un devis ou d'une facture présentée à un de ses clients qui répond aux critères. Donc, effectivement, là, ce qui a été établi sur les structures type établissement de santé, on est sur des numéros finesse. Donc, ça ne répond pas. En revanche, sur la radiologie, je vous propose qu'on va traiter, on va aller chercher la réponse à cette question, pas là parce qu'on n'aura pas la réponse, je pense, en tout cas pas sur l'investissement, pas sur la partie investissement, mais dans la mesure où c'est lié non pas aux finesses, mais au nombre d'actes enregistrés dans le RIS.
je garantirai pas que c'est exclu du coup, mais je peux pas, je réserve absolument ma réponse parce que j'ai besoin de confirmation là-dessus. Je ne demande pas de réponse immédiate. Je sais que c'est un sujet qui a été long, qui a été certainement très dur à négocier, surtout avec les médecins pour les connaître depuis des années. Mais c'est vrai que c'est, on va dire, c'est une spécificité de notre spécialité qui fait que, de par l'historique, on a beaucoup de structures publiques privées qui sont intermédiaires ou complètement privées, avec quelque part du public à l'intérieur. Et du coup, c'était juste pour, le mettre dans le scope, voir s'il y a possibilité quand même de trouver des solutions, puisque c'est fort dommage parce qu'on est très, très nombreux. Merci en tout cas. Par rapport à cette intervention, il n'y a pas de réaction côté assurance maladie ou DGOS. Alors, nous avions également Monsieur Roch, si je n'écorche pas votre nom de famille, qui souhaite intervenir. Non, merci beaucoup. Bonjour à tous. Non, c'est bien ça. Donc, moi, je suis médecin et directeur médical et e-santé d'un dispositif d'appui à la coordination de Franche-Comté. Et puis, ma question porte sur la question des DAC en tant que service ou établissement. L'ANS, sur le sujet de la MSS, nous avait fait part, enfin, c'est le grade régional qui m'a transmis ça, que les DAC devraient, courant janvier 2022, disposer d'un numéro FINES. Est-ce que vous me confirmez tout ça? Alors, moi, à titre personnel, ça me permettra d'ailleurs de prescrire des transports, ce que je ne peux plus faire d'ailleurs au sein du DAC, ce qui est quand même la quadrature du cercle. Mais sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, du coup, la présentation que vous avez faite concerne plutôt les établissements de santé médico-sociaux. Est-ce que les DAC, dès qu'ils disposeront d'un numéro FINES, pourront éventuellement adhérer à ce programme du Ségur? Alors, concernant MSS, effectivement, le sujet est en cours. Donc, vous aurez un retour début d'année 2022 sur la possibilité d'intégrer l'espace de confiance à Mes Santé et donc de pouvoir échanger au travers de ce canal-là. Et votre deuxième question concerne le financement Ségur. Vous pourriez préciser, s'il vous plaît? Est-ce qu'à partir du moment où on aura un numéro FINES, on pourra donc éventuellement participer au déploiement de ces nouveaux usages? Et nous, on est déjà dedans depuis longtemps avec les services, les systèmes d'information partagés, le lien avec TSN, le lien avec Mon Espace Santé, qui évidemment est très important pour nous. Moi qui suis médecin, par exemple, dans ce dispositif, récupérer de la donnée via Mon Espace Santé avec l'accord du patient, ça m'intéresse beaucoup, puisque depuis de nombreuses années, je le fais avec mes petits bras musclés et mes secrétaires avec moi. Donc, aujourd'hui, c'est évidemment très, très séduisant ce que vous avez proposé. Et ma question est, est-ce qu'au-delà du financement, parce que le financement supplémentaire, c'est une question, mais au moins les usages, est-ce que les DAC pourront s'intégrer dans ces pratiques? Alors, je ne pourrais pas vous répondre de manière immédiate. Donc, c'est un point que nous allons donc traiter ultérieurement si ça ne vous ennuie pas. Là, effectivement, on est sur le périmètre que vous évoquez. Le périmètre actuel du Ségur, c'est pas le même périmètre, c'est certain. Maintenant, vous, là, ce que vous expliquez, c'est que vous seriez entre guillemets usager du DMP pour aller rechercher des informations qui seront, en fait, ce qu'on demande, c'est dans le cas du Ségur, c'est que le DMP soit alimenté en l'aide de liaison en sortie d'hospitalisation, en ordonnance de sortie, en compte-rendu opératoire, en compte-rendu de biologie et en compte-rendu d'imagerie et en volet de synthèse médicale de la part des médecins traitants. Et du coup, ça, c'est ce qui est demandé, c'est que ce soit envoyé en systématique dans le DMP. Donc, vous, pour accéder, pour connaître ces documents-là, vous pourrez les retrouver dans le DMP. OK, merci, c'est très clair. Monsieur Roch, si vous voulez bien nous laisser votre adresse mail dans le chat. Avec plaisir, je la dépose. Merci. Merci. Nous avions une question de Monsieur Michel Da Silva concernant les comptes rendus et le format des comptes rendus de radiologie qui alimenteront le DMP. Donc, à date, le compte rendu devra respecter la norme CDAR de niveau 1 pour alimenter le DMP. Qui n'exclut pas une évolution en vague 2, mais pour l'instant, on n'a pas défini, personne n'a défini le contenu exact de la vague 2, puisque les travaux sont
à leur tout début. Il y avait une question aussi dans le chat, je crois, à laquelle on n'a pas répondu. C'était comment allez-vous gérer les adresses MSS des patients qui sont sous l'INS de leur conjoint? Donc, en fait, personne n'est sous l'INS de son conjoint. C'est parce que vous êtes ayant droit au niveau de l'assurance maladie de votre conjoint que vous n'avez pas d'INS propre, en fait. Donc, tout le monde a un INS, y compris les mineurs, d'ailleurs. On a un INS très, très tôt. Donc, c'est vraiment une information individuelle et l'INS n'est pas le numéro de sécurité sociale utilisé pour donner droit au remboursement des prestations, en fait. Je ne sais pas, Thomas, si… Si, c'est exactement ça. Oui, l'INS de chaque citoyen est vraiment unique. Et donc, c'est là-dessus que sera basée la messagerie citoyenne. Je crois que dans le chat, on avait répondu à l'ensemble des questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si vous voulez poser de nouvelles questions à l'oral, n'hésitez pas. Ou bien si on n'a pas vu votre question dans le chat et on n'y a pas encore répondu. Mais je crois que c'est fait. Bien. J'ai le sentiment qu'on arrive au terme de cette présentation. Merci beaucoup pour votre écoute et pour les questions que vous avez posées. Encore une fois, tout sera disponible très prochainement sur le site de l'agence. N'hésitez pas à vous y rendre. Je vous remets dans le chat l'adresse de notre site internet et nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Oui, excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez, Inès Gouil? Ah oui, Inès, oui, on Oui. t'entend. Oui, désolée, hein, j'essayais d'intervenir, mais a priori, on ne m'entendait pas, j'ai dû me reconnecter par téléphone. Je voulais juste intervenir par rapport à l'intervention de la personne sur les GIE radiologie. Effectivement, hein, il se peut qu'il y ait des trous dans la raquette, qu'on n'ait pas forcément pensé à tout, c'est tout à fait possible. Du coup, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'adresser peut-être un mail soit à DGOSN, même si ce n'est pas forcément le vecteur de financement associé, mais peu importe, ou dans lequel, en fait, vous décrivez justement le cas dans lequel vous êtes. Et nous, ça nous permettra de faire remonter ce point-là à la direction de programme pour instruction. Voilà, c'est toujours pas mal d'avoir un écrit formalisé de manière à ce qu'on puisse faire remonter, en fait, le point avec tous les détails organisationnels dont on aurait besoin pour expliquer votre situation. Très bien. Allô, allô? Oui, on est là. Merci Inès. Okay. Merci beaucoup Inès. À bientôt. Et puis, oui, concernant le webinaire, nous avons également la liste des webinaires qui sont d'ores et déjà programmés sur le site de l'agence également. Donc, nous vous invitons régulièrement à regarder ce qui s'y passe. Il y aura certainement des sujets qui pourront vous intéresser. Donc, merci encore une fois pour votre participation et nous vous disons à très vite. Au revoir à tous.